Chancelier, bonjour. Guten Tag. Bonjour. Willkommen in Paris. Bienvenue à Paris. C'est schön hier zu sein. Je me réjouis d'être là. Merci à vous. Vous êtes, vous l'Allemagne, un géant de l'Europe, démographique, économique et maintenant toujours plus militaire. Est-ce que l'Allemagne a changé ? Deutschland ist ein großes Land. L'Allemagne est un grand pays au milieu de l'Europe et nous avons une responsabilité. Nous voulons que les choses fonctionnent bien dans notre Europe commune et maintenant nous devons tous ensemble faire en sorte que cette grande menace par rapport à la sécurité de notre continent puisse être repoussée. C'est lié à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Là, il s'agit vraiment de quelque chose qui est un renoncement à une compréhension, une entente que nous avons depuis des décennies, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas les frontières par la force. C'est la raison pour laquelle nous soutenons tous ensemble l'Ukraine. Un symbole fort, ce sont des chars léopards allemands au combat dans les plaines d'Ukraine. Certains sont détruits, moins que le disent les Russes, mais il y en aura forcément. Comment est-ce que vous ressentez ce fait ? Nous sommes toujours concertés avec nos amis. Nous avons agi de cette manière. Nous avons toujours fait preuve beaucoup de prudence par rapport à la livraison des armes. Nous l'avons fait dès le début. Nous le faisons toujours de cette manière. Et nous avons toujours veillé à ce que cette guerre épouvantable que la Russie a lancée contre l'Ukraine, donc il n'y a pas d'escalade que ça devienne une guerre entre la Russie et l'OTAN. Mais nous sommes y parvenus. Donc la livraison des armes c'est toujours organisé d'une manière à ce que nous ayons pu avoir un soutien maximal de l'Ukraine tout en évitant cette escalade. Nous allons continuer sur cette voie. Bien évidemment, il y a eu beaucoup d'armes, de l'Allemagne, des chars de combat, d'artillerie avec une longue portée. Nous avons beaucoup fait pour la défense antiaérienne et nous allons continuer sur cette voie. L'Allemagne est-elle prête à aller plus loin ? Est-ce que vous envisagez maintenant de livrer des avions ? Il y a une discussion par rapport à des avions de points pas très spécifiques. Nous n'en disposons pas. Et en même temps, nous nous sommes concentrés sur ce que nous faisons déjà à l'heure actuelle. Et il y a encore un grand besoin en la matière. Les chars antiaériens que nous avons livrés, par exemple. Et maintenant, il y a un grand nombre qui est stationné en Ukraine. Et cela apporte une contribution à la protection des troupes ukrainiennes. Cela protège aussi beaucoup d'endroits. En Ukraine aussi, notre système de défense aérienne IRIS-T a montré qu'il est efficace. Nous avons également livré des batteries patriotes qui sont extrêmement efficaces. Donc ce sont dont nous avons besoin aussi à l'avenir et nous continuons sur cette voie. Monsieur le chancelier, la géographie commande. Vous êtes plus proche que nous de la Russie, vous êtes plus proche que nous de la Biélorussie, là où maintenant des armes nucléaires tactiques sont déployées. Est-ce que pour vous c'est un risque réel ? Ce qui est important, c'est que nous soyons tous d'accord, que l'OTAN soit soudée et que ce que nous avons signé soit vraiment valable. Chaque centimètre du territoire de l'OTAN doit être défendu. Nous devons être prêts à le faire. C'est aussi le message que je lance à nos amis des pays baltes, aussi à la Pologne, à la Slovaquie, à la Roumanie et beaucoup d'autres pays. Ils peuvent compter sur nous tous et en même temps, une chose est claire, la menace actuelle prononcée par la Russie. Donc ces menaces doivent être prises au sérieux, toujours. Mais cela ne change pas la situation. L'OTAN ne va pas être impressionné par cela, car nous sommes pacifiques et nous agissons selon ces principes. Vous avez dit que vous pourrez rappeler Vladimir Poutine. C'est possible, là, ces prochains jours, ces prochaines semaines, vous allez rappeler le président Poutine ? Avant la guerre, j'ai parlé avec le président Poutine très longtemps. Oui, votre table était plus petite. Le président Macron sur une longue table. Je n'ai pas mesuré la longueur de la table.
Mais la situation était la suivante. Je lui ai parlé à plusieurs reprises. C'était toujours des entretiens très longs. Une chose est claire, lorsque nous parlons, nous devons toujours envoyer un message clair. Cette guerre ne va pas se terminer en agissant d'une manière où on ne va pas geler cette guerre. Non, pour atteindre une paix, la Russie doit retirer ses troupes. Et voilà, c'est le message que je lance à ce moment-là. Zaporijjia, est-ce que Zaporijjia est une raison de l'appeler? Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui se passe à Zaporijjia? Nous regardons de près comment les choses se passent. L'agence internationale de nucléaire regarde de près comment les choses se passent. C'est dangereux, mais jusqu'à présent, nous avons l'impression qu'il n'y a pas un danger imminent. Est-ce que la personne de Poutine est dangereuse? Tant que Poutine reste au pouvoir, est-ce que c'est un danger? Poutine a lancé cette guerre car il a eu ce rêve impérialiste d'une grande Russie. Il veut élargir son pays. Il veut avoir des grandes parties de l'Ukraine et il veut également avoir des parties de la Biélorussie. C'est la raison pour laquelle il est responsable de ces guerres d'agression. Mais il va falloir trouver une voie pour qu'ils comprennent mais ce qui soit nécessaire, qu'ils retirent les troupes, qu'on trouve une voie qui mène à une paix juste, qui ne soit pas une paix dictée à l'Ukraine. On a vu un moment très fort où vous avez affronté les manifestants anti-OTAN. Monsieur Scholz, en général, est quelqu'un de très calme. Là, tout à coup, vous étiez très offensif face aux manifestants qui étaient contre la guerre, contre l'OTAN. Mais cette partie de l'opinion, elle existe. Ces gens qui disent « vous nous entraînez dans la Troisième Guerre mondiale ». Est-ce que vous sentez cette inquiétude monter? Pas seulement en Allemagne, en Europe? Jusqu'à présent, je ne fais pas cette observation, mais il y a cette préoccupation. Et il est et reste donc important que nous fassions preuve de sagesse en agissant. Il faut toujours veiller à ce que nous fassions. Cela crée de la confiance. Il y a toujours des personnes qui pensent qu'il faudrait encore faire davantage. Il y a d'autres qui pensent qu'il faudrait de rien faire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous retrouver au milieu. Nous devons agir de manière équilibrée. Et cela va être couronne de succès si nous pouvons créer de la confiance aussi pour ceux qui pensent qu'on devrait moins faire. Et moi, j'ai l'impression que nous sommes à la hauteur à l'heure actuelle. Même ceux qui ne sont pas convaincus que ce soit juste que nous soutenions l'Ukraine dans la mesure comme nous le faisons à l'heure actuelle, que ces personnes aient quand même confiance au gouvernement par rapport à notre action, que nous fassions preuve de prudence. Et voilà, il faut ce consensus pour notre politique. Mais qui va en profiter de cette situation? Du mécontentement d'une partie de l'opinion. L'AfD en Allemagne monte dans les sondages, n'est-ce pas? L'AfD avait également un très bon résultat lors des dernières élections législatives. Je suis convaincu que l'AfD aura à peu près le même résultat lors des prochaines élections. Et maintenant, il s'agit de la chose suivante. Cette grande menace qui est perçue par beaucoup de personnes doit être bien gérée en agissant de manière prudente, mais en faisant preuve de détermination en ce qui concerne le soutien de l'Ukraine. Et en même temps, nous devons faire face aux grands défis. Donc, ces grands défis auxquels sont confrontés les pays en Europe, en Amérique du Nord, donc les pays riches de l'Occident, pour ainsi dire, avec toutes ces questions que les personnes se posent par rapport à leur propre avenir. Et le message le plus important est le suivant: il va avoir un bon avenir dans les villes, dans les régions rurales, pour toutes les personnes et toutes les personnes avec les différentes qualifications
qualification professionnelle, malgré l'avenir que nous avons devant nous. Il faut toujours avoir confiance en l'avenir. C'est la base pour lutter contre les partis politiques de droite populistes qui se basent sur le mécontentement de la population. Bientôt le sommet de Vilnius sur l'OTAN. D'abord, est-ce que votre souhait est que l'Ukraine adhère le plus vite possible à l'OTAN? À l'heure actuelle, nous nous trouvons dans une situation très concrète. Il s'agit de soutenir l'Ukraine lorsqu'il s'agit donc de la lutte en faveur de la souveraineté, de l'intégrité de son propre pays. Nous le faisons dans une large mesure et c'est également la chose la plus importante de nos discussions au sein de l'OTAN. En ce qui concerne la qualité de la coopération avec l'Ukraine, là, il y aura certainement un renforcement, mais l'Ukraine n'attend pas non plus qu'il y ait une adhésion à l'OTAN lors d'une guerre. Pas pendant la guerre, mais est-ce que c'est le but de tous les statuts? Est-ce que c'est votre but? Mon objectif est le suivant. Nous devons soutenir l'Ukraine pour qu'elle puisse défendre son intégrité, sa démocratie, sa liberté. La décision des Ukrainiens d'adhérer à l'Union européenne, donc cette fois euro-atlantique, c'était aussi une volonté populaire. Et là, nous voulons soutenir l'Ukraine. L'Ukraine, évidemment, elle veut adhérer le plus vite possible. Elle a peur des formules générales, vous faites partie de la grande famille de l'OTAN, etc. Elle veut du concret. Est-ce que des garanties de sécurité concrètes peuvent être données à l'Ukraine, ou au fond, elle est dans la salle d'attente? L'Ukraine a besoin de garanties de sécurité. Nous en parlons avec le gouvernement ukrainien déjà depuis le début de la guerre, pas seulement nous-mêmes, mais aussi nos amis comme la France et les États-Unis et autres. Cela va jouer un rôle très important. Cela concerne donc le moment où il y aura une paix. Là, il faut tomber d'accord sur des garanties sur lesquelles l'Ukraine peut compter. Et bien évidemment, il faut soutenir l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre sur le plan militaire. Cela fait également partie des garanties que nous allons donner à l'avenir, devoir donner à l'avenir. Il y a une archive extraordinaire qui montre comment vous avez évolué. Vous étiez très à gauche. Quand vous étiez jeune, vous êtes un des Jusos. Et vous allez voir même le Politburo de l'Allemagne de l'Est. Vous avez changé depuis, vous êtes devenu plus à droite. Et à l'époque, vous êtes anti-OTAN, anti-fusée américaine. Voilà, quel chemin parcouru. Mais au-delà de ça, est-ce que ça révèle quelque chose de l'Allemagne? C'est-à-dire, est-ce que vous devez toujours vous arranger avec ce voisin si puissant qu'est la Russie? L'Allemagne est dans la même situation comme tout autre pays européen. C'était très émouvant lorsque nous étions donc au Moldava en tant que communauté politique européenne. Il y avait tous ces chefs d'État et de gouvernement réunis. Il y avait aussi l'Arménie, l'Azerbaïdjan, il y avait aussi la Turquie. Donc tous ces pays ont dit la même chose sur l'Europe en disant, après tant de siècles, nous sommes tombés d'accord que nos frontières ne soient pas attaquées, que nous n'allions pas consulter les manuels historiques pour voir où étaient les frontières, tout en réclamant après des territoires, trouver des raisons pour une guerre. Non, ce temps est révolu, il faut continuer sur cette voie et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup d'efforts conjointement avec le président français d'arriver à une déescalade de conflits régionaux. Il existe, mais c'est toujours la situation suivante. Le plus grand pays en matière de territoire, c'est la Russie et le deuxième rang, c'est l'Ukraine. Et nous allons toujours donc être réunis avec cette partie de l'archipel. Il y a une tradition de politique à l'Est, l'Ostpolitik du chancelier Brandt, M. Schröder, très proche des Russes, et puis Madame Merkel a incarné une politique pour le gaz allemand, etc. La leçon de l'histoire, est-ce qu'elle aurait pu faire autrement? Tout d'abord,
J'aimerais encore parler de l'Ostpolitik, cette politique de détente de Willy Brandt et Helmut Schmidt la fin des années 70, début des années 80. J'aimerais faire l'éloge de cela. C'était très important, c'était indispensable par rapport à cette Europe soudée d'aujourd'hui. Donc les pays de l'Europe centrale et orientale aient pu avoir la liberté d'adhérer à l'Union européenne, d'adhérer à l'OTAN. Donc les bases ont été jetées à l'époque. Et on était toujours conscient du fait qu'il y avait des réalités dangereuses. À l'époque, nous avons dépensé beaucoup plus pour la défense qu'aujourd'hui. Et je pense qu'il est important de le voir. Il faut toujours rester réaliste lorsqu'on agit, aussi par rapport aux personnes avec lesquelles on parle. Donc il ne faut pas être faible. Je pense que c'est très important. Cela vaut pour toute politique qui mise sur la diplomatie. Ce que nous apprenons tous des dernières années est la chose suivante. Il est toujours faux donc d'avoir des dépendances économiques. C'est un message que je lance aussi aux entreprises européennes et en Amérique du Nord. Une relation par rapport aux livraisons, aux chaînes d'approvisionnement n'est pas suffisant. Il faut peut-être avoir deux si on a des difficultés à un moment donné. Donc maintenant, nous avons pris des décisions qui nous permettent de réagir aussi lorsque nous avons des phases difficiles avec des partenaires économiques. Et cela est quelque chose qui va marquer les décisions des entreprises, mais aussi des États en Europe. Vous êtes très différent d'Emmanuel Macron, de caractère. Lui, très volubile, un peu théâtre peut-être. Vous, très austère, assez autoritaire. Est-ce que c'est vrai qu'en Allemagne, on vous surnomme dans votre administration OVD, Olaf Wildas? Olaf veut ça? Donc il y avait une rumeur. Au moment où j'étais le maire d'Hambourg, on a discuté au sein de l'administration de cette manière, mais on l'a toujours dit au moment où je n'étais pas là. Donc moi-même, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Mais ce qui est important est qu'on assume cette responsabilité de direction. Il faut prendre des décisions. Les commentateurs ont tous dit qu'avec Emmanuel Macron, au début, le contact était un peu difficile. Vrai ou faux? Est-ce qu'aujourd'hui, ça se passe bien? Nous avons une très bonne relation. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit au président que je me sens chez moi ici. Je connais très bien tous les endroits et cela est un signe de notre bonne relation. Il vient juste me rendre visite à Potsdam, donc la ville dans laquelle j'habite, et cela montre que nos réunions sont très aimables. Mais ce n'est pas seulement une image, c'est véritablement comme ça. Il y a un passif. Quand vous vous mettez avec d'autres membres de l'OTAN pour acheter des systèmes de défense antiaériens, notamment auprès des États-Unis, d'Israël, les F-35 américains, vous savez que pour beaucoup de Français, ce sont des coups de poignard, ce sont des trahisons. Pourquoi pas du matériel européen? Tout d'abord, nous développons conjointement avec la France pour les années 2040 un système de défense antiaérien conjoint, donc des avions, un système de drones, aussi un cloud par lequel sont pilotées les différentes opérations. C'est un projet très grand, très ambitieux. Et là, je nomme seulement un. Nous avons acheté des avions américains, surtout pour la participation nucléaire, et cela est censé, vu que ce qui doit être transporté au cas des cas. Est-ce que ça n'est pas révélateur? Vous dites effectivement les F-35 c'est pour le nucléaire. Au-delà de la guerre économique, elle existe. Est-ce que ça n'est pas révélateur d'une réalité? C'est que votre sécurité est garantie par les États-Unis d'Amérique. Là, l'ultima ratio de la protection nucléaire, pour les Français, c'est la bombe. Pour vous, c'est la bombe américaine.
Une chose est claire, au sein de l'OTAN, nous coopérons étroitement. Il y a des États qui disposent d'armes nucléaires. Les États-Unis en disposent de beaucoup, la Grande-Bretagne et la France en disposent également de quelques-unes. Cela est bien. Mais le concept de l'OTAN comprend également que tout un chacun apporte sa contribution et le nôtre est celui-ci. En ce qui concerne donc ces structures de défense antiaérienne européenne, donc là je parle aussi du l'ESI, du bouclier antimissile européen que nous avons lancé. Nous voulons disposer de ceux qui est présent, car de temps en temps nous avons besoin de nous protéger rapidement par rapport aux attaques à l'encontre de notre territoire. Tout à l'heure, j'ai dit que nous livrons des chars antiaériens qui sont très utiles en Ukraine. Et il y a quelques temps, nous les avons désaffectés. On en avait à un moment donné une telle défense aérienne. Et vu que la situation de sécurité a changé, nous avons dû changer cela de manière à court terme. Nous utilisons déjà des systèmes patriotes qui fonctionnent très bien en Ukraine. Nous utilisons également le système IRIS-T allemand en Ukraine. Il est bien si nous en disposons également nous-mêmes. Et cela vaut également pour le système israélien. Et cela est quelque chose que nous pouvons faire maintenant, immédiatement. Et beaucoup de pays européens pensent qu'ils ont besoin de cette protection maintenant. Et je pense que c'est une décision importante et censée au sens de notre Europe commune. Monsieur le chancelier, vous savez que l'anti-germanisme, c'est un sport évidemment en France. Alors les plus critiques disent, voilà, c'est l'Allemagne opportuniste, c'est l'Allemagne égoïste. Elle a donné tellement d'argent à la Russie par le gaz. Maintenant, elle se donne à la Chine. On n'entend pas beaucoup sur les Ouïghours ou sur la situation des Chinois. Et pour la sécurité aux Américains, tout ça sont des dossiers compliqués. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces Français qui ont ce sentiment toujours que l'Allemagne ne pense qu'à l'Allemagne? Ce n'est pas le cas. Et dans beaucoup de mes discours en Allemagne que j'adresse à un public allemand, il y a la phrase suivante: le succès de l'Europe est notre intérêt national le plus important. Et nous avons une responsabilité particulière en tant que pays, avec tant de citoyennes et citoyens, avec notre force économique au milieu de l'Europe. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être aux marges de l'Europe tout en observant les autres. Non, il faut s'engager pour l'Europe. Nous en sommes responsables, le gouvernement, le Parlement, aussi les citoyennes et les citoyens. En Allemagne, je dis toujours, un homme politique allemand ne devrait jamais prononcer un discours en disant voilà ceux à Bruxelles, après on va à Bruxelles et après on retourne en disant voilà je leur ai dit telle ou telle chose. Non, nous devons être responsables du consensus, des compromis, et il est très bien si le franco-allemand fonctionne et si nous pouvons le faire en poursuivant notre objectif européen. Un mot sur l'histoire pour conclure, monsieur le chancelier. Là, on voit dans cette guerre comment l'histoire revient toujours. Les dirigeants portent le poids de leur passé. Poutine et Staline, Emmanuel Macron, l'histoire de France, évidemment, il bute sans arrêt sur Napoléon, sur Louis XIV. L'histoire allemande, elle est si démocratique aujourd'hui, mais évidemment, il y a le fantôme d'Adolf Hitler. Vous êtes le successeur d'Adolf Hitler. C'est une toute autre Allemagne, évidemment, aujourd'hui, mais dans le retour de la guerre aujourd'hui, comment est-ce que vous ressentez cela? Est-ce que les Allemands perçoivent la guerre différemment encore? Est-ce qu'ils sont encore plus sensibles aux dangers de la guerre aujourd'hui? L'Allemagne est une nation qui s'efforce pour la guerre et qui aime la guerre. L'Allemagne est responsable d'horreurs dans l'histoire. Deux guerres mondiales ont commencé en Allemagne, sont parties d'Allemagne. Au moment où notre nation s'est réunie en tant qu'État-nation, c'était une chance, une très grande chance pour l'Allemagne que ceux qui se souvenaient de cela étaient
d'accord avec cette unité allemande qui était possible vu les mouvements de démocratie dans l'Europe de l'Est et aussi en RDA. Tout le monde nous a fait confiance et nous avons tiré les bonnes conséquences. Nous avons renforcé l'Union européenne et c'est ce que j'aimerais souligner ici. C'est vraiment quelque chose qui reflète donc aussi l'attitude des Allemands, que notre succès est cette Europe unie. Monsieur le chancelier, merci beaucoup. Un dernier mot en français. Vous êtes à Paris. On est dans un quartier où on distingue un peu par les fenêtres les immeubles haussmanniens. Vous parlez français? Quelques mots? Non. Ça fait un déjà. C'est très bien. J'ai appris le français pendant 3 semaines et vu que j'ai appris le latin à l'école, je peux bien lire les choses. Et si quelqu'un parle lentement très bien, je comprends beaucoup. On peut parler latin, on peut remplacer l'anglais européen par le latin. Non. Herr Bundeskanzler, danke sehr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.